Nouvelle-Calédonie, actualité. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour des présidentielles. Au pays, 66% des Calédoniens ne se sont pas présentés aux urnes ce dimanche. Le taux d'abstention a augmenté cette année par rapport à 2017. Retour et réaction sur ce scrutin. Pour analyser les résultats, Jean-Pierre Haïfa, consultant de la politique calédonienne, sera notre invité ce soir. Les 5300 bénéficiaires de la caisse locale de retraite devraient être rassurés. À l'unanimité, les élus du Congrès ont voté une réforme qui devrait permettre de pérenniser son fonctionnement et assurer le paiement des pensions. Les détails dans quelques instants. Je vous le disais en titre, les électeurs ont choisi de qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour des présidentielles. Le président sortant obtient 27,6% des suffrages contre 24% il y a 5 ans. La candidate du Rassemblement national en lice pour la 3e fois récolte 23% des voix. En 2017, elle avait obtenu 21,3% des suffrages. Chez nous, Emmanuel Macron arrive en tête avec 40,5%. Marine Le Pen, quant à elle, a obtenu 18,8% des voix exprimées, suivi de Jean-Luc Mélenchon à 13,8%. Mais s'il fallait retenir un chiffre ce soir, c'est bien celui du taux d'abstention qui dépasse les 60%. Nous avons été à la rencontre d'électeurs pour savoir comment ils ont vécu ce premier tour. Retour sur cette journée de vote avec Audrey Pouedy. 218 000 électeurs étaient appelés à voter hier et seulement 33% ont répondu à l'appel des urnes pour ce premier tour. Le taux d'abstention a donc augmenté. Il est passé de 51% lors des élections présidentielles en 2017 à 66%. Kayaoui fait partie de ceux qui ne se sont pas déplacés pour glisser leur bulletin. Je juge que ce n'est pas intéressant. Alors pour moi, le président, ça ne concerne pas nous. Ça concerne eux, les Français. Emmanuel Macron arrive en tête à 40%. Si Marine Le Pen enregistre un net recul comparé à 2017, où elle approchait les 30%, elle arrive tout de même en seconde position. Thuloué fait partie des 18% qui ont voté pour la candidate du Rassemblement national. L'année dernière, j'ai voté Macron. Et cette année, je dis, on va changer un peu. On va essayer de voir parce que c'est bien de rester sur notre préférence ou quand on a lu les programmes, mais de temps en temps, quand on voit que ça ne marche pas, il faut changer. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, après 5 ans, on votera d'autres personnes. Si le président arrive en tête au niveau national, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sort en tête dans la majorité des territoires ultramarins, excepté en Nouvelle-Calédonie où le candidat de la France insoumise arrive à la 3e position. Pour autant, il enregistre une nette progression comparée à 2017. Il est passé de 8 à 13%. Albert est indépendantiste. Si le FLNKS n'a pas donné de consigne vis-à-vis du vote, il a tenu à se déplacer aux urnes pour voter pour le candidat. Moi j'ai voté le 3e qui est sorti, c'est malheureux, mais sinon on serait en deuxième position aussi. C'est malheureux pour nous, et pour le pays, pour les discussions qui vont venir avec le nouveau. Là je crois que moi personnellement le 24 c'est M. Macron qui sortira. La commune d'Iaï est celle qui enregistre le plus bas taux de participation avec moins de 4% de votants. A l'inverse, à Farino, la participation enregistrée est de 61%. En ce qui concerne les autres candidats, ils enregistrent tous des scores en dessous de 10%. Éric Zemmour est en 4e position, derrière lui Valérie Pécresse avec moins de 6%. Malgré un taux d'abstention au niveau national de 25,14%, le duel du second tour de l'élection présidentielle 2022 sera un remake de celui de 2017. Les candidats auront 2 semaines pour se remettre en campagne avant le second tour qui se déroulera le dimanche 24 avril prochain. Depuis ce matin au pays, les réactions s'enchaînent. Le comité de soutien au président sortant qui fédère 4 partis loyalistes se dit satisfait du résultat. Ils espèrent néanmoins une meilleure mobilisation au second tour. On écoute Christopher Gigès, coordinateur du comité. On est très fiers doublement parce que notre candidat est au second tour de l'élection présidentielle avec un score très important au niveau national pour un candidat sortant. Donc ça, on est très fiers de ça. Et on est très fiers au niveau local parce que Emmanuel Macron fait le meilleur score au niveau de la République française en Nouvelle-Calédonie. Il triple son score par rapport à 2017 et donc c'est une vraie fierté. On
voit que Emmanuel Macron et son gouvernement, avec Sébastien Lecornu, ont eu une implication qui a été totale, donc qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie. On a besoin de gens qui nous connaissent, parce que les Calédoniens aussi sont, et la classe politique est un peu complexe à gérer, et donc les équilibres sont parfois compliqués à trouver, et donc on a besoin de personnes qui connaissent le sujet. Christopher Gigès, interrogé par Michel Pimbé. Autre soutien à Emmanuel Macron, celui de Brieux-Frogier et des élus de Calédonie Ensemble qui se sont exprimés aujourd'hui par communiqué. Quant à la candidate du Rassemblement national, son score de 23,4% lui permet de se qualifier au second tour. Un score applaudi par son comité de soutien. Guy-Olivier Cueno réagit au micro de Michel Pimbé. Oui, nous sommes satisfaits puisqu'elle progresse par rapport à son score des dernières présidentielles. Et si on y ajoute les voix de ceux pour qui la patrie, la nation et l'intérêt du peuple comptent, on est presque au-delà de 33% directement donc, devant Emmanuel Macron. Donc c'est une satisfaction. Et nous notons aussi qu'une grande partie de la population, celle qui a voté aussi pour Jean-Luc Mélenchon, a la même préoccupation que nous, c'est-à-dire une préoccupation sociale, une préoccupation en fait de type de société que nous voulons. Et nous, au niveau national, donc aussi en Nouvelle-Calédonie, nous voulons la société de la démocratie, où l'homme est au centre du dispositif économique et social. Autre réaction aujourd'hui, celle de l'Union calédonienne en conférence de presse. Daniel Goa, son président, appelle à ne pas participer au second tour. Le parti a annoncé également qu'ils discuteront avec le président que les Français auront choisi. On écoute Daniel Goa. Bon, nous avons appelé au premier tour à ne pas aller participer. Ce n'est pas nouveau, ça date du Camouille ou Ouailou. Depuis je ne sais plus quelle année, là, 2016. Et donc on est dans la même dynamique. Aujourd'hui, pareil, ce sera pareil pour le deuxième tour, étant donné que c'est pas ce qui ressort, c'est pas on n'est pas. Il n'y a pas trop d'affinité. Et donc, nous allons continuer à dire à nos militants de ne pas aller voter. Parce que pour nous, déjà le premier tour, vous avez vu le temps d'abstention. C'est le résultat du fait que le premier tour, c'est une élection intérieure à la France métropolitaine. Lors de cette conférence de presse, le parti a également rappelé que l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie est irréversible et reste leur priorité. Écoutez Gilbert Thuyenan. Voilà, cette allée politique-là a donné lieu à de longs échanges. On a même allé pour dire que l'Union calédonienne n'acceptera pas qu'il y ait un autre référendum. On n'acceptera pas, on n'ira pas pour un référendum de projet. Tout ce qui est écrit dans ce beau préambule de l'accord de Nouméa, que tout le monde a salué, ça. Et on entend souvent dire qu'on va désinscrire notre pays de la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Ça, pour l'Union calédonienne, il n'en est pas question. C'est le mot d'ordre de notre Congrès, en disant que la souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Et que s'il le faut, l'Union calédonienne se donnera les moyens pour résister, pour faire vivre notre revendication. Jean-Pierre Haïfa, ancienne figure politique calédonienne, est notre invité ce soir. Jean-Pierre Haïfa, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors ce scrutin est une nouvelle fois marqué par une forte abstention. La participation dépasse à peine les 33,35%. On voit par ailleurs que l'abstention est particulièrement forte dans les provinces à majorité indépendantiste. Seulement 6,92% de participation en province des îles. Alors comment expliquer ce désintérêt des Calédoniens pour ce scrutin ? Alors je crois qu'il y a déjà un constat à faire, c'est que par rapport aux élections de 2017, donc il y a 5 ans, il y a plus de pratiquement 15 points de différence donc dans les votes, dans les abstentions. Je crois qu'il y a un phénomène, le phénomène il est, je dirais, français. En France aujourd'hui, il y a 26% d'abstentionnisme. Mais en Nouvelle-Calédonie, il y a deux sortes d'abstentionnistes. Il y a l'abstentionniste politique, donc celui revendiqué par
je dirais, les indépendantistes qui ont justement appelé à ne pas voter. Et puis, il y a l'abstentionnisme, donc des citoyens peut-être mal informés ou pas suffisamment informés dans cette élection qui fait qu'il y a davantage de personnes qui n'ont pas voté. Aux dernières élections, il y avait 189 000 et des poussières d'inscrits. Là, il y en a 218 000, donc 28 000 de plus. 28 000 de plus. Et on se trouve malgré tout avec une augmentation en chiffres et des pourcentages quasiment des grands candidats. Si on prend les dernières élections de 2017, Emmanuel Macron avait 11 000 voix en Nouvelle-Calédonie. Là, il en a 28 000, plus de 2 fois et demi. Jacques Fillon, qui était LR, avait 27 000 voix. Valérie Pécresse a 4 000 voix. Est-ce que justement, les soutiens de Valérie Pécresse ont fait le bon travail ou le travail utile pour maintenir au moins une partie de cet électorat. Marine Le Pen aussi, elle est en perdition. En perdition, elle fait 25 000 voix. Même si on lui a rajouté les voix de Zemmour, ça fait que 32 000 voix. C'est-à-dire que les voix de Zemmour, c'est 6 800 voix. Marine Le Pen, aujourd'hui, fait 13 000 voix. Ça lui ferait 19 800 voix. Donc, elle est aussi en perte de vitesse. Est-ce que c'est un constat que les Calédoniens en ont assez de voter, sans savoir pourquoi ils votent, ou est-ce que c'est un désintérêt total, je dirais, de l'élection présidentielle, président de la République française ? Donc l'organisation du 3e référendum a généré des tensions importantes entre les indépendantistes et le président Macron. Alors selon vous, pourquoi ils ne se sont pas davantage investis dans la campagne pour faire gagner un candidat qui leur aurait été plus favorable ? Eh bien, on vient d'entendre donc la position de Daniel Goy et de Gilbert Thuénan. Ils ont pris une attitude, donc une stratégie politique qui, bon, pour eux, est certainement la bonne stratégie. Mais je pense que la bonne stratégie, lorsqu'on est contre quelqu'un, on vote contre quelqu'un. On vote contre. Donc, ça, c'est une stratégie politique de l'Union calédonienne. Maintenant, entre la stratégie et ensuite l'ouverture des discussions, que ce soit Macron ou Marine Le Pen, je dirais que ce ne sera pas la même chose. Hein. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Et il y a aussi à regarder. Alors moi, je ne choisis pas un candidat. Je choisis pas un candidat parce qu'il apporte de l'argent au pays. Je choisis un candidat pour sa politique, son projet. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder que la Calédonie va subir les conséquences qui se passent en Europe à travers la guerre des Russes en Ukraine. Alors, à contrario, la famille loyaliste s'est nettement plus impliquée en faveur de leur candidat. On a même vu des responsables politiques calédoniens tractés en France. Alors, qu'est-ce qui se joue derrière cet engagement en faveur des candidats à la présidentielle ? Une investiture du parti aux législatives à venir ou une oreille plus attentive lors des négociations sur l'avenir institutionnel ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a l'avenir institutionnel de la Calédonie qui est important. On vient, je dirais, pas d'échouer totalement au 3e référendum, mais ce 3e référendum a quand même posé des problèmes et surtout, je dirais, altéré la confiance qui était dans ce pays depuis 1988 et renforcée en 1998 par l'accord de Nouméa. Je pense que de toute façon maintenant, il faut en sortir. Hein. Et peut-être aussi que les hommes politiques de part et d'autre abandonnent un petit peu leur ressentiment et travaillent sur le bien commun et l'intérêt, je dirais, de la Calédonie et des Calédoniens, intérêt général. Maintenant, l'élection présidentielle est une élection importante.
quand on voit aujourd'hui la configuration dans le monde, il est quand même important que la Calédonie se marque. Alors il est vrai que aujourd'hui les Calédoniens ont apporté au président sortant, je dirais, leur suffrage en grande majorité, mais ça ne suffit pas. Je crois que les travaux qui vont devoir être entrepris pour l'avenir sont des travaux qui concernent tous les Calédoniens. Une dernière question rapidement, M. Haïfa, le temps nous manque. Alors vous qui avez longtemps porté l'idée d'une troisième voie, quelles conséquences verriez-vous pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en cas de réélection d'Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai toujours été pour la troisième voie. En 2017, j'ai fait un comité de soutien à Emmanuel Macron. Nous n'étions pas nombreux à faire des comités de soutien. Donc c'est parce que je crois à cette troisième voie. La bipolarisation politique a démontré l'échec politique. Donc aujourd'hui, cette troisième voie, je pense qu'il faut la trouver, y compris en Nouvelle-Calédonie. C'est certainement la voie du compromis. Et la voie de l'intérêt général et peut-être, je dirais, sortir de ce ressentiment et cette bipolarisation. Aujourd'hui, la France a perdu la bipolarisation qu'on a connue pendant, je dirais, des décennies, gauche-droite. Aujourd'hui, elle est complètement abandonnée. On se rend compte que la gauche, en dehors de Mélenchon, qui est quand même dans l'extrême gauche, et la droite républicaine, eh bien, n'existe quasiment plus. Jean-Pierre Haïfa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci. Rééquilibrer les finances de la caisse locale de retraite pour maintenir son fonctionnement, c'est l'objectif visé par une réforme votée jeudi dernier par les élus du Congrès. Chaque mois, le régime assure le paiement de 1,7 milliard de pensions pour 5300 bénéficiaires. Mais depuis 22 ans, la caisse est en déficit. La loi du pays prévoit plusieurs mesures. Les détails avec Audrey Pouedy. La Caisse locale des retraites a été excédentaire pendant plus de 40 ans, depuis sa création dans les années 50. Mais à partir de 2000, elle s'est toujours retrouvée en déficit. Il faut dire que jusqu'en 2003, le régime permettait aux agents de bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 50 ans, et ce après 30 années de service. La Caisse s'est alors vite retrouvée déséquilibrée, le montant total cotisé étant largement inférieur au montant versé. À cela s'ajoute le fait que les pensionnés sont devenus plus nombreux que les cotisants. En 2019, le déficit de la CLR était de près d'1 milliard. Pour éviter que l'organisme soit en cessation de paiement, la Chambre territoriale des comptes avait alors appelé à réformer le régime. Jeudi dernier, au Congrès, les élus ont donc voté à l'unanimité cette loi. Première mesure phare, l'augmentation progressive des taux de cotisation sur 5 ans. Le taux passerait ainsi de 35 à 39,5% en 2027. Cela doit permettre d'obtenir plus de 5 milliards d'ici 2032. Autre mesure, l'allongement de la durée de service des fonctionnaires territoriaux. Une augmentation qui doit elle aussi se faire de manière progressive à partir de l'année prochaine. Ainsi, la durée finale de cotisation serait de 35 ans. La suppression des bonifications de service. Depuis 2014, les agents gagnaient une année de cotisation pour 10 ans de service. Cet avantage a donc été supprimé, sauf pour les métiers pénibles ou à risque. Enfin, la dernière mesure consiste à augmenter de 6 mois la période nécessaire permettant de valider l'indice servant au calcul de la pension. Pour la Fédération des fonctionnaires, l'adoption de ce projet de loi est une satisfaction. Il s'agit de mesures qui ont été travaillées depuis de longs mois par l'ensemble des syndicats représentatifs au sein du conseil d'administration de la CLR. Ces mesures, elles n'ont pas été prises au hasard, elles ont été choisies parmi un panel de mesures qui ont été proposées par un cabinet actuariel de métropole. Nous, on va dire qu'on a pris les mesures les moins pires mais qui rapportent le plus. La caisse locale de retraite avec ces mesures est censée retrouver un fonds de roulement qui avoisinerait les 25 milliards aux environs des années 2030. Donc matelas largement suffisant pour envisager de revoir des mesures à la baisse, à condition que l'ensemble des employeurs s'engagent de leur côté à respecter le pourcentage d'intégration qui est prévu également en amont de ces mesures. Pour le syndicat des retraités territoriaux, il faut aller plus loin. Ils ont voté une délibération qui, à mon avis, va être une fois de plus un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que dans 3 ans maximum, il va falloir revenir à des mesures parce qu'on retrouvera du déficit. Il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire de 60 ans de passer au moins 62 ans, et il faut limiter les abattements, augmenter plutôt les abattements, de façon à dissuader les gens de partir avant l'âge de départ.
Pour rappel, chaque mois, la CLR assure le paiement d'1,7 milliard de pensions pour 5 300 bénéficiaires. The Voice 2022, l'aventure s'est terminée hier soir pour Louis, le candidat du Caillou, et c'est sur un titre de Francis Cabrel qu'il tire sa révérence. Voici un extrait. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Et c'est ainsi que se referme cette édition. À suivre, retrouvez Adrien Espinoza dans l'émission Lundi Sport, accompagné de son invité Joachim Pogna. Originaire de Pointe-Bout, il est allé en métropole se former au métier du sport et de l'entrepreneuriat. À 26 ans, il a réussi à lancer son entreprise Sport & Co à Coné. Puis à 20h, votre rendez-vous documentaire avec le film Being Bruno Banani, cet athlète tongien qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver dans la discipline de la luge. Voici quelques images. Thank you very much, Marlo Alpito, for taking your time to participate in this exercise, wherein we're going to be looking for the number one candidate to represent Tonga in the Olympics, winter sports, come 2010. Just lay down. It's fine. Das war quasi Premiere in Tonga. Das erste Mal rodeln in der Südsee. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.